La société I2A française, société I2A avec laquelle je collabore depuis une trentaine d'années. Quelques mots sur mon activité avec cette société I2A. J'ai créé avec cette société le club utilisateur du système CIRSCAN, bien sûr, qui se réunit une fois par an. Le bactériologiste présent dans cette salle assiste à cette journée. Et surtout, au niveau des gens intéressés dans ce club, on a fait un réseau de résistance pour la résistance des bactéries aux antibiotiques qui s'appelle le réseau REUSSIR, réseau épidémiologique des utilisateurs du système CIR. Réseau REUSSIR qui, et j'ai vu ce matin avec plaisir que le professeur Maleb avait passé des diapos du réseau REUSSIR. Ce réseau REUSSIR, je pense que ça vous intéresse parce que j'ai entendu ce matin que vous étiez préoccupé par une épidémiologie centralisée au niveau du Maroc. En fait, c'est des gens comme un système CIRSCAN, c'est clair, qui envoient leurs données de façon informatique, ce qui nous permet de manipuler des dizaines de milliers de données sans papier. Donc ça va beaucoup plus vite et on a des statistiques de colibacilles par an de l'ordre de 30 000 souches. Voilà. Donc, ce réseau REUSSIR envoie des données à l'ONERBA, français, Observatoire national pour l'étude de la résistance des bactéries aux antibiotiques, et au niveau européen, EARS, avec deux autres centres français. Donc, on participe à ces données que vous avez vues en diapo ce matin, données européennes du réseau EARS. Donc, j'aborde mon propos. Donc, avec plus de 25 ans de participation au CASFM, on m'a demandé de l'antibiogramme en 2019, donc j'ai traduit quoi de neuf, en fait, quoi de neuf dans le communiqué 2009 du CASFM. J'espère que ça marche. On n'a pas testé ce passeur. Depuis 2014, en fait, le CASFM suit le CAST. Donc personnellement, c'est vrai que je regrette que les initiateurs de l'EUCAST européen, les Suédois, disons que le professeur Kalmeter, s'est plus rapproché des données américaines pour faire ce communiqué européen que des données françaises, ce qui nous a fait qu'en 2014, on a dû changer notre inoculum et certaines charges de disques d'antibiotiques. Donc le CASFM suit le CAST elle est à 98%. Dans certains cas, on ne reprend pas le CASFM des choses de le CAST, et dans d'autres cas, on ajoute des choses dans le CASFM qui ne sont pas dans le CAST. On aura peut-être le temps d'en dire quelques mots. Et à signaler aussi qu'il y a un communiqué vétérinaire qui n'est pas encore publié en 2019 et dernière publication 2018. Alors, les nouveautés. La première nouveauté, c'est quand même au niveau des bactéries anaérobies strictes, dont on a parlé un peu tout à l'heure. En 2018, au CASFM, il n'y avait même pas de chapitre spécifique anaérobie. Simplement, on avait une phrase qui disait qu'il fallait réutiliser la technique de 2013, donc avant qu'on suive le CAST, pour les bactéries anaérobies, ce qui voulait dire, avec un inoculum particulier de 2013 et les charges de 10 de 2013, ce qui compliquait les choses un peu dans un laboratoire. En 2018-2019, depuis toujours, le CAST fournit des concentrations critiques, mais tenez-vous bien, même en 2019, il n'y a pas de diamètre critique. Et la nouveauté du CASFM en 2019, bien sûr, il y a des concentrations critiques, mais grâce aux spécialistes des anaérobies, essentiellement le professeur Dubreuil à Lille, il y a maintenant des diamètres critiques pour les anaérobies proposées par le CASFM, ce qui va nous simplifier la vie, bien sûr. Alors, l'antibiogramme anaérobie conseillé par le CASFM se fait à partir, on va prendre les colonies sur des milieux enrichis, Columbia ou Bruxella, d'accord? Mais pour la diffusion, on va faire un McFarland. On va faire un McFarland 1, c'est-à-dire 10 puissance 8 UFC par millilitre, donc un peu riche, d'accord? Et pour faire ce McFarland, on va prendre un bouillon. Et ce bouillon, pour les anaérobies très strictes, on va le régénérer 10 minutes au bain-marie bouillon. Bien sûr, ce n'est pas obligé pour les anaérobies moins strictes comme les Bacteroides et Clostridium.
Le milieu pour faire l'antibiogramme, c'est un milieu bruxellois enrichi. Et l'incubation, c'est 24 heures d'incubation. Les antibiotiques à tester, en fait, de façon étonnante, on a la même liste d'antibiogramme standard complémentaires, les mêmes antibiotiques, 16 antibiotiques, essentiellement des bêta-lactamines, plus la clindamycine, le métronidazole, l'unezolide, digécitine, rifampicine, chloramphénicol. Alors, je vous annonce que, en fait, on aura une liste standard et une liste complémentaire dans une future version, et je vous annonce donc une V2 en 2019, où il y a là une séparation, liste standard, liste complémentaire recommandée pour les anaérobies. Voilà pour les anaérobies. Deuxième sale coup, en fait, que nous font les taxonomistes. Voilà qu'Enterobacter aerogenes ne va plus s'appeler Enterobacter, mais Klebsiella aerogenes. Donc attention, dans le communiqué, eh bien c'est pas à jour au niveau de Klebsiella spp, bien sûr Enterobacter aerogenes et Klebsiella aerogenes a ces résistances naturelles-là, donc c'est pas à jour dans le communiqué V1 2019, alors que dans ce communiqué, on annonce déjà cette Klebsiella aerogenes pour certains antibiotiques, par exemple Penicillium enterobactérie, on parle déjà de Klebsiella aerogenes. Donc attention. L'essentiel de la modification 2019, c'est au niveau des catégories cliniques. Vous connaissez bien les catégories sensibles, résistants, intermédiaires, et dans mon topo, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, il y en a quelques-unes de plus. En effet, vous allez voir un antibiogramme, on rentre sur un antibiogramme, la catégorie sensibilité diminuée par exemple, d'un pneumocoque à la lévofloxacine. Votre correspondant va voir sensibilité diminuée, c'est une notion supérieure à sensible. Jusqu'en septembre 2018, parce qu'en septembre 2018, il y a eu des grosses modifications sur les glycopeptides sur le staphylocoque, jusqu'en septembre 2018, on pouvait rendre un staphylocoque doré de sensibilité diminuée à la vancomycine. Maintenant, c'est simplifié, on n'en parle plus. Deuxième catégorie particulière, pour un streptocoque, entérocoque, un pneumocoque, vous n'allez jamais rendre un pneumocoque sensible à la gentamicine. Il sera au bas niveau ou au niveau de résistance. C'est quand même une nuance supplémentaire. Et enfin, on arrive à sensible forte posologie, dans laquelle il y a deux parties. La première partie, ça, c'est pas nouveau. Depuis toujours, pour le pseudomonas, la ceftazidime, l'imipenem et l'équinolone, il y a toujours une nécessité d'utiliser une forte posologie. Et c'est écrit dans les notes du CSFM. Donc, si on est correct, on doit rendre à notre clinicien qu'un pseudomonas, il est sensible à la ceftazidime prescrite à haute posologie. Et ça, la majorité des gens ne le font pas. Et à mon sens, c'est une erreur. Bien sûr, avec le système CIRSCAN, c'est prévu, on peut le faire sans aucun problème. Donc ça, c'est valable pour le pseudomonas. On retrouve la même chose pour les aminosides, pour l'acinétobactère et le staphylocoque. Et là, ce n'est pas écrit dans les notes, mais c'est écrit dans les entêtes. Donc ça existe depuis toujours, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est la nouvelle définition des intermédiaires. Alors, les anciennes définitions, pour les sensibles en 2013, c'est les souches sensibles sont celles pour lesquelles la probabilité de succès thérapeutique est forte, dans le cas d'un traitement par voie systémique avec la posologie recommandée dans le RCP. Le RCP a été rédigé par la France. Une petite modification en 2017 est forte en cas de traitement par voie générale ou orale, selon les recommandations des différents tableaux qui sont dans le CASFM. Une petite nuance. Pour les résistants, pas de problème, c'est résistant, quelle que soit la posologie, quel que soit le type, la dose, etc. Donc, pas de souci. La grosse modification, c'est pour les intermédiaires. L'ancienne définition, les souches catégorisées I sont celles pour lesquelles le succès thérapeutique est I comme imprévisible. Ces souches forment un ensemble hétérogène pour lequel les résultats obtenus in vitro ne sont pas prédictifs d'un succès thérapeutique. Alors, c'est des souches soit qui possèdent un mécanisme de résistance dont l'expression in vitro est faible, avec pour conséquence leur classement dans la catégorie S. Cependant, in vivo, une partie de ces souches peut apparaître résistante. Ou, de façon différente, c'est un mécanisme de résistance dont l'expression n'est pas suffisante pour justifier
classement R, mais suffisant pour espérer un effet thérapeutique dans certaines conditions, les fortes concentrations locales, l'antibiotique se concentre, ou des posologies élevées. Et enfin, comme on est en biologie, en fait, eh bien, c'est une certaine zone d'incertitude, et cette zone intermédiaire pouvait correspondre à une zone tampon. Alors, j'insiste sur la particularité de la catégorie intermédiaire française, parce qu'a priori, contrairement à d'autres pays européens, les Français n'ont pas pour habitude d'utiliser un antibiotique qui est catégorisé intermédiaire. Ils cherchent un S, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez, j'en ai parlé ce matin, dans les anciennes statistiques, c'est tellement vrai qu'on mélangeait les I et les R. Donc maintenant, on présente de façon différente. Au lieu de présenter les R, on présente les S. Là, il n'y a plus de problème. Donc, pour cette première définition intermédiaire, c'était l'exemple, si vous voulez, des anciennes BLSE. Avant, quand il y avait une BLSE, même si la CMI du céfotaxime était basse, on interprétait toujours I. Voilà. Vous savez que maintenant c'est terminé, donc c'était pour l'ancienne définition. Je passe sur cette diapo, et la zone tampon, je vous dis, elle a disparu. Moi, ça me choque un peu, parce que quand il n'y a plus d'intermédiaire, plus de zone tampon, à 1 mm près, on passe de S à R. D'accord ? Et ça, c'est un petit peu, à mon avis, en contradiction avec les contrôles de qualité qu'on nous fait faire. Par exemple, pour l'amicacine, eh bien, le diamètre cible, c'est d'abord pas 1 mm près, hein, c'est 22-23, mais à 19, on est acceptable, à 26, c'est acceptable. Donc, c'est un peu antagonisme avec cette suppression de zone tampon. Donc, le CAST, le CSFM n'en parle plus, mais on va y revenir, au moins pour le CAST. Alors, la nouvelle définition, la voilà. Il n'y a plus d'intermédiaire. On va rendre, au lieu de rendre intermédiaire, sensible sous condition d'une forte exposition. Une bactérie sera catégorisée comme sensible à forte exposition lorsqu'il y a une forte probabilité de succès thérapeutique dû au fait que l'exposition de la bactérie à l'antibiotique est augmentée, soit parce qu'on a une forte posologie, soit qu'il y a une concentration élevée au niveau du site infectieux. Bien. Alors, effectivement, dans le cas CSFM, pour chaque antibiotique, on peut voir qu'il y a des posologies standards et des fortes posologies. C'est tout prévu. Parfait. Mais ça me pose problème. Pour le bio, rappel, c'est toujours des fortes posologies pour les bêta-lactames. Donc, pour se résumer, avant, on avait des sensibles, des intermédiaires dont on vient de parler, et des résistants. C'est fini. Maintenant, on a des sensibles, à posologie normale, des sensibles niveau de forte exposition et des résistants. C'est tout, plus d'intermédiaire. Alors moi, ça me pose un peu de problème. En fait, je vous remets la même diapo. Ce qui me pose problème, en fait, c'est le où. Parce que le système expert CIRSCAN sait faire ça déjà pour rendre sensible à forte exposition, mais le clinicien qui reçoit ça, est-ce qu'il sait si c'est plutôt le cas d'une posologie élevée, ou si au contraire, s'il s'agit d'un antibiotique qui a une concentration élevée au niveau du site infectieux. Il faut être bon infectiologue, bon pharmacocinéticien pour avoir toutes ces données. Donc très clairement, ce où me pose un petit peu un problème, et je préfère l'approche des Américains qui, eux, en fait, ne parlent pas de concentration au niveau du site infectieux, ils ne parlent seulement de forte posologie, donc susceptible d'eau. Mais pas dans SDD, d'accord? Donc je vais prendre un exemple du staphylocoque pour la septarolie. Staphylocoque septarolie, c'est allé trop vite. Vous voyez que, par exemple, pour la septarolie chez les staphylocoques, on est sensible avec une CMI inférieure ou égale à 1, on est résistant avec une CMI supérieure ou égale à 8, il n'y a pas d'intermédiaire, mais sans aucune ambiguïté, à une CMI 2 ou 4, on va rendre au clinicien SDD, donc sensible, forte posologie. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, si je creuse un peu, pour l'augmentaire, par exemple. Pour l'augmentaire, CSFM a simplifié les choses. Il y a concentration au niveau urinaire, donc il y a une concentration critique plus haute pour l'infection urinaire basse que pour l'infection généralisée. Ok. Donc, comme il n'y a qu'une concentration critique au niveau infection générale de l'augmentant, je me dis, il ne doit pas y avoir de forte posologie. Bien si, il y a quand même des fortes posologies. Donc,
ça me pose un petit problème. Et de la même façon, pour l'érythromycine, qui a aussi une zone intermédiaire, eh bien, très clairement, l'érythromycine, on ne va pas l'utiliser, même à forte posologie, pour traiter une infection générale, mais possiblement, là où il y a concentration au niveau pulmonaire, pour traiter une pneumonie. Donc, à mon avis, pas de raison qu'il y ait des fortes posologies, mais si, en fait, on trouve que pour l'érythromycine, on propose aussi des fortes posologies. Donc, ça sera quand même à discuter.